Monsieur, vous aviez une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter et vous lever, s'il vous plaît? Merci. Sergio Camargo, je suis de la revue Universo Latino, je suis journaliste colombien. Justement, ma question, avant d'arriver ici, parce que je l'avais préparée quand même, c'était quelle était la différence, ou quelle est la différence entre mercenaires et compagnie de sécurité. Je vois qu'il n'y a pas un vrai développement de la situation entre mercenaires et groupes de sécurité ou groupes armés de sécurité. En Colombie, vous le savez très bien, il y a une très très grave situation, il y a une guerre que le gouvernement ne veut pas reconnaître, mais qu'il faut faire la différence entre les différents groupes qu'il y a à l'intérieur de la Colombie. Madame Elisabeth Decry vient de parler de guérilla, et ça n'a rien à voir avec les groupes armés de sécurité, ça n'a rien à voir avec des mercenaires ni d'extrême droite. C'est un groupe révolutionnaire qui a 45-50 ans de guerre contre un État auquel il attribue des choses antidémocratiques, etc. Ma question, c'était ça, mais je vois qu'il n'y a pas vraiment parmi vous une réelle connaissance au savoir dire la différence entre mercenaires et groupes armés de sécurité. En Colombie, il y en a. Ouais, et la population, et nous les signalons comme tels, des mercenaires de plusieurs pays. Il y a des mercenaires d'Israël, il y a des mercenaires états-uniens et il y a des mercenaires anglais. Il y a effectivement des compagnies privées, l'EFDAN pour Israël par exemple, et d'autres qui se sont mis au service de l'État colombien et qui font aussi des coups tordus. Donc la réalité est extrêmement complexe et il faut voir de quoi on parle. Il y a quelqu'un qui veut demander. Il me semble que sur le plan politique, juridique, philosophique, comme ça a été dit, il ne faut surtout pas faire l'impasse de la complexité, chercher à comprendre, c'est important et on a besoin de ces différentes approches. Mais il me semble, et là ma question s'adresse peut-être aux juristes ou au CICR plus largement, il me semble que du point de vue humanitaire, les choses ne sont pas, enfin du point de vue de l'action humanitaire, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Moi, personnellement, en tant qu'acteur humanitaire, que j'ai devant moi un milicien maïmaï, un membre d'un conseil d'une société privée de sécurité, un paramilitaire ou un officier galonné, ça ne fait absolument aucune différence. Ce sont des entrepreneurs de violence avec lesquels nous agissons, contre lesquels parfois nous nous dressons, mais enfin qui sont tous dans un registre tout à fait commun, c'est-à-dire de mise en œuvre de la violence, et qui, si j'ai bien compris, relèvent tous d'obligations qui sont inscrites dans le droit humanitaire. Donc il me semble que peut-être que du point de vue de l'humanitaire, on a intérêt à revenir à des choses plus simples, parce que dans la pratique, et d'un point de vue assez étroit quand même, c'est pas un point de vue qui embrasse l'ensemble des questions, mais du point de vue étroit qui doit rester le nôtre, me semble-t-il, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence, et je serais très curieux de savoir quelle est la position, enfin du juriste, mais du CICR, je ne sais pas, comme je suis arrivé en retard, je ne sais pas si vous êtes CICR. Oui. Alors, une des complexités, si je prends le point du juriste, peut-être avant de parler du CICR de manière plus générale, c'est que il y a finalement deux types de droit humanitaire qui s'appliquent selon les situations. Le droit humanitaire applicable aux conflits internationaux entre des États et le droit humanitaire applicable aux conflits internes, entre l'exemple de la Colombie, par exemple. Le droit des conflits internationaux est beaucoup plus développé en termes de contenu que le droit des conflits internes. Et donc si on s'appuie sur le droit, c'est beaucoup plus compliqué lorsqu'on est dans un conflit interne pour rappeler aux parties en conflit leurs obligations. Ça, c'est ce qui se passe quand on s'appuie uniquement sur, je dirais, les conventions de Genève, les protocoles additionnels. Maintenant, pour aller dans votre sens, le droit a évolué, et en particulier le droit coutumier. J'aimerais insister là-dessus parce que depuis 2 ans maintenant, le CICR a publié une étude qui répertorie en quelque sorte des règles de droit coutumier
c'est-à-dire des règles qui s'appliquent indépendamment de savoir qui a ratifié quoi, dans quelles circonstances et par rapport à quel type de conflit. Ce sont des règles qui peuvent s'appliquer dans quasiment tous les contextes et qui couvrent assez largement, je dirais, les règles de base du droit humanitaire. Et donc cette distinction entre conflits internationaux et conflits internes s'atténue aujourd'hui. Ces règles de droit coutumier sont basées sur une pratique qui a été étudiée attentivement par le CICR depuis de très nombreuses années, une pratique qui illustre, on va dire, une conviction des différentes parties impliquées dans des conflits que leur comportement répond à une obligation juridique. Et donc si on se base sur le droit coutumier, on peut dire effectivement que on a une base suffisamment solide pour finalement pour lier sur un territoire commun les États, les groupes non gouvernementaux, les sociétés militaires privées qui sont participantes à des conflits. Effectivement, on a une base juridique. Une autre question de monsieur. Oui, Pierre Micheletti, je suis le président de Médecins du Monde. J'ai deux questions qui en fait sont intriquées. C'est demander à nos interlocuteurs si, dans votre expérience, parler de sociétés militaires privées, puisque c'est là-dessus que porte ma question. Est-ce que ces sociétés sont en grande majorité l'apanage de pays occidentaux? Et sur le terrain, les personnes présentes sont-elles essentiellement d'anciens professionnels issus de ces pays occidentaux? Et la deuxième question qui est en fait intriquée avec la première, c'est je fais partie des gens qui pensent que parmi les confusions qu'il y a aujourd'hui sur beaucoup de terrains d'intervention pour les humanitaires, il y a la confusion liée à ce que j'appelle le continuum d'un certain nombre d'acteurs. Il y a des armées, quelquefois des armées d'occupation étrangère sous bannière onusienne ou sous bannière de l'OTAN. Ces troupes d'occupation développent elles-mêmes des activités de type civilo-militaire. Parallèlement, on a l'intervention de sociétés militaires privées et on a également l'intervention d'un certain nombre d'acteurs humanitaires, quelquefois onusiens, quelquefois privés, comme le sont les ONG occidentales. Donc la seconde question qui est intriquée avec la première, c'est considérez-vous que ce continuum entretient la confusion entre les statuts des personnes présentes sur le terrain et quand ces personnes sont essentiellement des occidentaux, cette confusion des genres contribue-t-elle à développer un sentiment anti-occidental et donc à avoir des conséquences sur la sécurité des humanitaires? Ouais, moi, je veux bien répondre. En tout cas, pour la première, indiscutablement, il s'agit d'occidentaux, et plus particulièrement d'Américains et de Britanniques, et également parfois de Canadiens, Australiens, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle du terme d'anglo-saxon. Deuxièmement, qui y a d'autres? Parfois quelques Ukrainiens, enfin négligeables comme quantité. On peut dire que où il s'agit d'anglo-saxons, où il s'agit de gens qui sont engagés par des compagnies anglo-saxonnes. Il y a quelques Français, quelques Brésiliens, ça j'ai vu. Donc je ne me prononcerai pas pour d'autres. Et puis, d'une façon générale, bon, c'est vrai, c'est une histoire de blanc, pour parler comme autrefois, et c'est perçu comme ça. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Ah, vous voulez répondre pour compléter, puis après, voilà. Donc Jean Renouf, donc consultant et chercheur en relations internationales. Merci. En fait, je compléterai le propos en disant qu'effectivement, en général, la hiérarchie, si je peux dire, est blanche, et en particulier anglo-saxonne. Maintenant, vous avez parlé des Gurkhas tout à l'heure. Ils sont de plus en plus utilisés, en particulier dans les conflits en Irak, en Afghanistan. Typiquement, sur les 180 000 contractors travaillant aujourd'hui en Irak, environ 60 000 sont spécifiquement utilisés pour des services liés à la sécurité. Les autres, ils font la vaisselle, effectivement, ils construisent les bases, etc. Donc sur ces 60 000 qui assurent des services liés à la sécurité, environ 30 000 d'entre eux sont non occidentaux. Et c'est là où on voit effectivement, on peut se poser la question du rôle des Sud-Américains qui sont largement employés en Irak et en Afghanistan, des Fidjiens également, des Ougandais de plus en plus, tout simplement parce qu'ils coûtent moins cher d'une part, et que d'autre part, c'est malheureux à dire, mais leur décès est moins traité dans les médias.